Bonjour à tous et désolée pour le retard, mais là je suis en partance pour la COP du coup aujourd'hui. Bon, alors je voudrais prendre le temps de répondre un petit peu à vos questions. La semaine prochaine, je suis pas sûre d'avoir le temps de répondre à vos questions, mais j'essaierai d'envoyer quelques petites pilules vidéo sur comment ça se passe la COP de l'intérieur un petit peu. Ok? Moi, j'ai pas accès aux tables des négociations évidemment, mais je serai quand même dans la zone des négociations, donc je pourrais vous montrer quelques aspects. Alors, la première question, elle portait sur la sensibilisation du grand public aux enjeux de l'océan. Alors, évidemment, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup des ressources qu'on utilise sont liées à l'océan, que ce soit l'eau qu'on désalinise ou le sel qu'on utilise dans les constructions ou bien dans l'alimentation, la pêche, évidemment, les ressources minières dans les sous-sols océaniques, le pétrole qu'on extrait aussi de plateformes océaniques, etc. Euh, L'océan, pour nous, ça représente une grosse part des ressources en fait qu'on utilise. Parfois, on s'en rend pas compte, mais même en Lorraine, on utilise beaucoup des ressources qui viennent de l'océan. Et par contre, avec les changements climatiques, ce qui se passe, hein, c'est que évidemment, l'océan, lui, il ressent beaucoup, hein. L'océan absorbe à peu près 90% de l'excès de chaleur qu'on produit avec les émissions de carbone dans l'atmosphère. C'est ça le changement climatique en fait, de manière physique, hein. C'est une augmentation de la chaleur en surface qui est retenue par les gaz à effet de serre, parce que ces gaz à effet de serre, ils augmentent dans l'atmosphère, donc l'effet de serre en soi, il augmente, et donc la température en surface augmente. L'océan, pour le moment, il agit un peu comme un tampon, hein. Il absorbe 90% des émissions, il absorbe aussi 90% du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, donc il s'acidifie. Ok. Euh, Parce que l'océan, en fait, absorbe de la chaleur, comme tout liquide, en fait, qui absorbe de la chaleur, son volume augmente, il gonfle, ok? Et donc, ça produit une augmentation du niveau de la mer. Donc, il y a, de part, les glaciers qui fondent, qui rajoutent de la masse dans l'océan, qui font augmenter le volume de l'océan, mais il y a aussi le fait que l'océan absorbe de la chaleur et donc, il se dilate. Aussi bien horizontalement que verticalement, donc il fait augmenter le niveau des mers. Et tout ça, ça a des conséquences, parce qu'on a bien vu ces dernières saisons, ces 2 derniers automnes au moins, l'océan était plus chaud que ce qu'il devait être, même sur la côte atlantique. Et donc, ça a généré des tempêtes extrêmement grosses et violentes qui ont porté des précipitations en masse sur les zones continentales de l'Europe et de la Méditerranée. Et ça a causé des grandes inondations, des grands dégâts matériels, en fait. Ok. Et donc, tout ça, en fait, c'est voué à augmenter en fréquence et aussi en intensité dans les décennies qui viennent. Et même si on mitige un petit peu, si on diminue les émissions de carbone dans l'atmosphère, l'océan met longtemps à absorber de la chaleur, mais il aussi met longtemps à la restituer à l'atmosphère. Et donc, même si on arrête demain, par exemple, d'émettre des émissions, ces effets-là, ils vont continuer. Mais il y a d'autres questions qui sont liées à ça et on va développer. Alors, je vous ai mis cette infographique-là et je vous ai mis le lien en dessous, de là où je l'ai trouvé, parce que je trouve que ça résume finalement assez bien finalement le pourquoi du comment, parce qu'il est important dans l'océan aujourd'hui. Ensuite, maintenant, on est dans la décennie de l'océan. En fait, les Nations Unies et l'UNESCO, ils ont promu depuis 2021 cette décennie comme la décennie de l'océan. Et donc, vous pouvez aller faire un tour sur le site web de la décennie de l'océan. C'est en plusieurs langues, hein, parce que c'est un site de l'UNESCO. Et il vous explique ce que c'est-à-dire quels sont les objectifs de la décennie de l'océan. Et ensuite, quelles sont les actions qui sont entreprises? Donc, ça peut être des actions de divulgation, ça sont des actions scientifiques, ça peut être des actions de marketing, enfin bon, bref, d'adaptation aussi dans les pays qui font la publicité de comment, en fait, ils gèrent les impacts liés au réchauffement de l'océan, etc. Et en fait, le site, il est très bien fait, je trouve, personnellement. Et donc, vous pouvez suivre un petit peu ce qui se passe d'année en année, en fait. Voilà. Vous pouvez aussi, il me semble bien qu'en tant que lycée, il me semble bien qu'il y a moyen d'adhérer à certaines actions qui sont faites justement pour éduquer les jeunes générations aux enjeux de l'océan. Ensuite, évidemment, tout ce qu'on essaye de faire pour, disons, contraster les changements climatiques, que ce soit dans l'atmosphère, dans l'océan ou sur les continents, c'est de respecter ces 17 objectifs qui ont été, disons, définis
par tous les pays en fait dans le cadre des conférences en fait des Nations Unies et de l'UNESCO. Et vous voyez que tous ces objectifs en fait ils représentent des enjeux qui sont importants, que ça soit pour la survie et le bien-être de la population humaine, mais aussi le respect de l'environnement. Et l'océan en soi, il rentre au moins dans trois de ces objectifs de développement durable. Le numéro 6 pour une eau propre et un assainissement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays qui commencent à avoir des problèmes de sécheresse, donc il va falloir désaliniser l'eau de mer. Donc ça pose de gros enjeux en fait sur la disponibilité des ressources en eau. Pardon, j'hésite un peu, mais j'ai l'habitude d'en parler en anglais et en italien, et plus trop en français, donc voilà. Donc, ça pose des grands enjeux pour justement comprendre combien d'eau on aura besoin dans le futur. Toutes les nations qui sont désertiques, par exemple, autour de la Méditerranée, je pense à Israël, à la Jordanie, à la Syrie, par exemple, qui sont aussi l'objet de conflits. Malheureusement, de manière naturelle, ce sont aussi des zones désertiques, hein. C'est pas le changement climatique qui a fait étendre les déserts dans ces zones-là, mais le changement climatique va amplifier la désertification. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec l'ambassadrice de la Syrie il y a 2 ans, qui me confirmait que pour eux, les enjeux en eau sont énormes parce qu'ils n'ont pas de côte, hein, c'est pas comme la Jordanie et l'Israël, et donc ils vont devoir acheter l'eau potentiellement à ces pays-là avec lesquels ils sont déjà pas en très long terme par ailleurs. Donc voilà, donc c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée du cadre. Et ensuite, il y a l'objectif 13 qui sont les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Donc ça concerne directement qu'est-ce qu'on peut faire pour contraster les émissions de carbone dans l'atmosphère et donc empêcher qu'on impacte trop sur la planète. Et 14, qui est le respect de la biodiversité marine et aussi l'exploration, parce que les océans sont vraiment pas énormément explorés. C'est pas facile d'aller explorer les océans parce que vous pouvez bien imaginer qu'il y a des masses d'eau, donc c'est très lourd en fait, et donc il y a beaucoup de la pression augmente avec la profondeur. Donc c'est très difficile en fait d'aller explorer les profondeurs océaniques. Même dans l'instrumentation, ça demande de l'instrumentation technologique de très haute pointe qui résiste à des pressions importantes de 3 ou 4 km de colonne d'eau sur la tête quand il plonge dans les abysses par exemple. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu en gros ce qui est fait en matière de sensibilisation du grand public. Tous ces aspects-là, en fait, ils sont traités de manière aussi bien politique que scientifique, mais aussi en matière de divulgation, aussi bien dans les écoles que aussi par certaines conférences, mais aussi des documentaires. Moi, je pense aussi, bah, par exemple, je vous ai mis ici Planète Océan de Yann Arthus Bertrand. C'est un film qui a 10 ans maintenant, un peu plus même. Moi, je vous conseille de le regarder parce que c'est un très beau film, un très beau documentaire qui dure 1 heure et demie et il montre très très bien en fait tous les aspects critiques en fait des enjeux justement sur la protection des océans, etc. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la première question. La deuxième question, elle portait sur les solutions pour diminuer le CO2 dans l'atmosphère. Alors, évidemment, ça, c'est la partie la plus difficile. Donc, la première solution, évidemment, c'est de diminuer la consommation d'énergie à base de carbone, hein. Ça, c'est, je pense, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, quand on organise ces grandes conférences pour le climat. Je vous rappelle que COP, ça veut dire Conference of the Parties. Ici, les parties, c'est les pays qui ont pris part à ces négociations sur le climat, en fait. Mais en fait, tous les pays du monde ont pris part à ces négociations sur le climat. Et donc, ils se réunissent au moins 2 fois par an pour parler de divers aspects. Alors, la COP, en général, c'est justement pour redéfinir les objectifs en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation d'énergie fossile à base de carbone dans la vie de tous les jours et dans l'industrie. Et donc, en fait, les négociations, elles sont compliquées parce qu'évidemment, comme l'Azerbaïdjan, par exemple, cette année, ou Dubaï l'année dernière, ou le Brésil l'année prochaine, ce sont des pays qui font partie de cette organisation des pays producteurs de pétrole. Et la plupart de ces pays, ils n'ont que le pétrole comme vraie ressource économique. Alors, c'est pas le cas du Brésil, par exemple. Le Brésil a d'autres ressources, des ressources minières, ils ont du bois, ils ont beaucoup de choses. Le Brésil, c'est un pays très riche, en fait, en matière de ressources. Mais l'Azerbaïdjan, par exemple, ou Dubaï, ce sont des zones assez désertiques, en fait, finalement. Et donc, elles ont très peu de ressources. Avant, par exemple, un petit exemple pour vous montrer à quel point les négociations sont difficiles, parce qu'il faut avoir la sensibilité des pays dans lesquels on négocie, en fait. Dubaï, par exemple, l'économie de Dubaï, au début du XXe siècle, a été basée sur la pêche en apnée des perles.
des perles donc de culture, enfin pas de culture du coup, des perles naturelles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Européens et puis les Américains, ils ont été en mesure de produire des perles de culture. Et donc du coup, bah, il n'y a plus besoin d'aller les pêcher directement dans la mer. Donc ça a fait baisser le coût des perles sur le marché. Et donc l'économie, par exemple, de Dubaï s'est effondrée au milieu du XXe siècle. Et ils ont découvert le pétrole à ce moment-là, en fait. Donc ensuite, aller dans ces pays-là pour leur dire, essayez de plus vendre le pétrole, c'est un peu compliqué si on n'a pas quelque chose en alternative à leur proposer pour qu'ils maintiennent leur économie active, en fait. Euh, donc, ça, c'est l'objectif en règle générale des négociations internationales sur le climat. Ensuite, ben, il y a d'autres. Pardon, excusez-moi, avant de refermer la parenthèse, donc, pour que les pays respectent la diminution de l'utilisation de ces énergies fossiles ou ces énergies à base de carbone, l'Europe a mis en place ce qu'ils appellent l'agenda 2030. Et donc, chaque pays, en fait, a écrit une liste d'objectifs qui permettent de réduire les gaz à effet de serre de 30% ou 50%, ça dépend des pays en fait, d'ici à 2030. Et là, c'est pareil, je vous renvoie à ce site du gouvernement qui est très bien fait parce que justement, il explique très bien les objectifs que la France s'est fixés pour y arriver, le pourcentage, etc. Et la révision des objectifs, parce qu'évidemment, bah, tout ne marche pas comme on voudrait que ça marche, hein. L'économie est ce qu'elle est et c'est ce qui prévaut en fait sur les démarches pour mitiger et pour contraster les changements climatiques, en fait. Enfin, je vous conseille d'aller voir ce site pour l'agenda 2030 parce que ça montre très bien ce que la France a l'intention de faire ou est déjà en train de faire en fait pour atteindre les objectifs qui s'étaient fixés en matière de réduction d'utilisation des énergies fossiles dans son économie. Et donc, en jouant un petit peu avec les différentes pages de ce site-là, vous vous rendrez compte en fait que ben, les énergies fossiles, ça rentre à peu près dans tous les objectifs du développement durable dont on a parlé juste avant. Et donc, ça rend les choses extrêmement compliquées parce que, évidemment, c'est pour ça qu'on parle de transition écologique. C'est parce que c'est compliqué, c'est-à-dire que ben, les industries qui utilisent beaucoup d'énergie fossile, par exemple, pour se développer, elles ont besoin d'une solution de transition pour pouvoir ben, retomber sur leurs pattes, en fait. Voilà. Et donc, c'est pas évident. C'est un peu comme le marché des voitures. Si on dit maintenant on arrête les voitures à moteur thermique, donc qui utilisent de l'essence, ben, il faut quand même laisser le temps aux industries de faire la transition. Donc, c'est pas immédiat, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une transition écologique, en fait. Je vous rappelle aussi que, par exemple, carbone neutral et net zero, ce sont deux concepts en fait qui font partie de l'agenda 2030. C'est très différent en fait. Le carbone neutral, ça veut dire genre la neutralité carbone, pardon, parce que c'est effectivement c'est en anglais. La neutralité carbone, ça veut dire qu'en gros, si moi j'utilise de l'essence aujourd'hui, eh ben, il va falloir que j'aille planter de l'herbe demain. Alors là, c'est un peu exagéré mon image, hein, mais c'est un peu ça en gros. C'est-à-dire qu'on va compenser la pollution par de la plantation des arbres dans d'autres pays qui achètent les crédits en fait carbone de ceux qui polluent en fait. Et donc ça ressemble plus à un espèce de marché en fait des crédits de carbone, c'est-à-dire que les pays qui polluent le plus vont essayer de s'acheter une conscience verte dans d'autres pays qui vont planter des arbres pour elles, quoi. Donc voilà. Ça c'est la neutralité carbone. La neutralité carbone, ça ne permet pas de faire baisser la température et ça ne permet pas non plus de contraster les changements climatiques parce qu'ils sont déjà là dans le système. Et donc, ça permet juste de maintenir la situation telle qu'elle, en fait. Voilà. Net zero, ok, donc zéro émission en gros. Bah là, là, c'est ce qu'on voudrait avoir en fait. En gros, ça veut dire que toutes nos énergies fossiles et polluantes, toutes nos industries polluantes, l'énergie polluante, etc., tout a été remplacé par des solutions de développement durable en fait, donc avec des énergies propres. Euh, voilà, donc c'est vraiment complètement différent. Le net zero, ça répond vraiment plus à la transition écologique, ça correspond plus à ce qu'on voudrait atteindre que carbone neutral. Carbone neutral, c'est un peu ce que font les pays qui n'ont pas envie d'admettre qu'ils n'ont pas envie de faire des efforts, en fait. Donc, voilà. Et donc, ben, on arrive aux solutions un petit peu. Les solutions, ben, pour diminuer le carbone, bah, il y a plusieurs aspects, autres que, disons, trouver, investir dans la recherche pour les énergies renouvelables, comme le vent, la marée, enfin, le solaire, etc. Mais même le nucléaire, ça en fait partie, en fait.
Et ben, il y a d'autres solutions qui sont un peu plus, qui font rentrer en jeu un peu plus des solutions, disons, d'ingénierie, en fait. Et donc, le captage, par exemple, et le stockage du CO2, ça en fait partie. C'est-à-dire pomper le CO2 qui est dans l'atmosphère et l'accumuler dans le sol, dans des réservoirs, et le transformer en carbone, disons, solide, en fait, le resolidifier, voilà, de manière à délester un peu l'atmosphère de ces émissions de carbone. Mais c'est extrêmement compliqué à faire dans le sens où ben, il faudrait que tout le monde s'y mette. Et pour retourner à un climat normal, il faudrait enlever 60, l'équivalent de 60 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est énorme en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est la moitié d'une transition entre un état glaciaire et un état interglaciaire qui dans la nature, ça prend 10 000 ans à peu près. Donc c'est un peu comme essayer de gagner du temps en quelques décennies sur ce que le cycle carbone naturel ferait en 5 000 ans, quoi. Donc c'est quand même un grand challenge technologique. Voilà. Il y a ceux qui essayent de produire des briques à partir de carbone, à utiliser ensuite dans les constructions, etc. Bon, même si vous faites un tour sur Internet, vous vous rendrez compte qu'il y a il y a beaucoup de projets qui utilisent du CO2 pour construire des matériaux qui sont isolants, pour construire des matériaux pour construire des maisons, enfin bon, bref. Donc il y a beaucoup de possibilités de réutiliser le carbone, mais c'est pas ça qui va vraiment changer la donne en matière d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Et là, c'est pareil, je vous ai mis deux liens. Enfin bref, vous pouvez prendre le titre des articles qui sont dans les liens là. Ils expliquent extrêmement bien, et je trouve de manière assez pédagogique, en fait, les enjeux justement sur, ben, est-ce que, par exemple, le captage et le stockage du CO2, c'est efficace, voilà. Est-ce que on va pouvoir revenir en arrière aussi sur un climat, disons, qu'on avait avant? Ça, c'est la question suivante, donc je ne vais pas trop détailler, mais je vous conseille de jeter un œil sur ces articles-là, parce que je trouve qu'ils expliquent assez bien le fond du problème. Et donc voilà, donc on arrive à la question suivante qui était est-ce que combien de temps ça prend un retour à la normale du climat? Donc c'est une question un peu difficile parce que oui, évidemment, si on enlève tout ce qu'on a mis, il faudra quelques siècles, sinon un millénaire pour revenir à un état normal parce que donc j'ai dit au début, l'océan absorbe la chaleur sur de très longues échelles de temps. Et donc, il va relâcher la chaleur qu'il a accumulée en excès sur de très longues échelles de temps. La même chose, c'est la même chose pour, en ce qui concerne les glaciers et les calottes de glace, donc au Groenland et en Antarctique, parce que la glace, bien sûr que la glace absorbe la chaleur. Évidemment, si la chaleur et la température arrivent près de zéro, ça fond. Ok, mais ça, c'est un principe physique. Ok, il faut une certaine quantité d'énergie pour fondre la glace dans son état glace, enfin l'eau dans son état glace, qu'elle devienne liquide. Ok. Euh, donc, l'océan et les calottes de glace, par exemple, ce sont deux composants qui réagissent très lentement aux fluctuations climatiques. Donc, par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas forcément en réponse, disons, dans la partie profonde de l'océan et dans la partie interne des calottes de glace, c'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est ce qui s'est passé hier, quoi. Enfin, pour vous donner un peu le concept, quoi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, dans l'océan, disons, intermédiaire et profond, et même à l'intérieur des calottes de glace, et ben, ce qui se passe aujourd'hui en termes de changement climatique, d'augmentation des températures, et ben, on le verra demain, quoi. Ok. Donc, si on arrête purement et simplement d'émettre aujourd'hui, il y aura quand même besoin de quelques siècles, quasiment un millénaire, pour que le climat retourne à un état normal, à une température normale. Donc, c'est pas pour demain, même si on arrête d'émettre. Par contre, si on arrête d'émettre demain, on va limiter l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements climatiques extrêmes, comme on a pu voir sur la France ces derniers temps. Ça, oui, on va pouvoir le limiter. Donc, c'est pour ça qu'on continue à maintenir la pression sur les négociations politiques. C'est pour éviter qu'il y ait trop euh, mince. J'ai plus la parole qui me vient le mot qui me vient en français. Euh, pour limiter les dégâts. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Euh, Donc, tout ce qu'on fait là, c'est pour limiter les dégâts, en fait, et éventuellement amorcer un retour en arrière progressif. Parce que, ben, comme je l'ai dit, ça ne sera pas pour nos générations, ni la vôtre. Ça ne sera pas forcément non plus pour celle de vos enfants, ni celle de vos petits-enfants, mais ça sera encore d'autres générations dans le futur, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut œuvrer pour ça, parce que sinon, on va leur livrer une planète qui aura plus de ressources, qui sera invivable dans certaines régions qui vont être abandonnées. Donc, il va y avoir des migrations de gens dans les zones qui seront plus vivables en fait, et donc on va augmenter une densité de population et on va accroître la pression sur certaines zones du territoire.
Et c'est pareil, on va avoir d'autres problèmes de pollution, de gestion des déchets, enfin bon voilà. Donc, je ne vais pas vous décrire toute la chaîne, mais en effet, c'est très important d'amorcer déjà une diminution des gaz à effet de serre à partir d'aujourd'hui. Mais bon, alors moi je dis ça maintenant. Il y a 15 ans, quand j'ai fait ma thèse, c'était déjà le cas. On disait déjà, il faut amorcer maintenant. Alors maintenant, 15 ans après, c'est moi qui le dis. Alors à l'époque, c'était mes profs qui le disaient. Maintenant, c'est moi qui le dis. Voilà, il faut amorcer maintenant. Mais à force de dire, il faut amorcer maintenant et on ne fait rien, ben, la situation elle va continuer à évoluer de manière dramatique. Et puis, ben, voilà, ben, on va se retrouver au pied du mur, un de ces quatre. Les populations qui seront très riches, elles pourront faire face avec de l'adaptation d'ingénierie, des solutions locales. Et celles qui n'auront pas d'argent, ben, comme les pays pauvres maintenant, ou les pays du tiers-monde, ou les pays qui sont en voie de développement, ben, ils n'auront pas le temps ni les moyens de faire face à des changements drastiques de leur climat. Ils vont avoir un manquement de ressources. Donc, on va retourner à un état où il va y avoir une une plus grande séparation entre ben, les États qui ont des ressources et ceux qui n'en ont pas. Donc, la faim dans le monde. Enfin, bref, voilà. Donc, je ne veux pas vous dépeindre un tableau trop noir, mais ça me semble très pragmatique, en fait. Donc, ça, c'est un article qui explique est-ce que le réchauffement s'arrêtera dès que les émissions nettes seront nulles. Donc, on a dit dès qu'on aura fini la transition écologique. Non. Donc, c'est un article très intéressant qui décrit un peu ce que je vous ai raconté. Et c'est pareil, je vous conseille d'aller lire parce qu'il est très, très bien fait. Ensuite, pourquoi est-ce que le climat il peut pas revenir en arrière dans certains cas? Genre, par exemple, dans le cas de la glace, dans le cas de l'océan, dans le cas de certaines forêts, tout simplement parce que, en fait, ce que vous voyez là sur le globe, ce sont les éléments du système climatique. Et quand je dis système climatique, ça comprend l'atmosphère, l'océan, les continents, la végétation, enfin voilà. Tout ce qui contribue à faire le climat dans une zone locale. Ce sont tous des éléments qui sont des points de bascule, en fait, ce qu'on appelle en anglais des tipping points. Ok. Ça veut dire que si jamais on franchit une certaine température à partir desquelles ces éléments-là, ils sont susceptibles d'avoir des changements sur de très longues échelles de temps qui pour nous seront irréversibles, en fait, ces changements, parce que du coup, ça va au-delà de notre échelle de temps d'une vie humaine ou même de plusieurs générations. Dans ce cas-là, ça aura des impacts qui pour nous seront irréversibles sur le climat. Genre par exemple, faire fondre toute la glace de mer dans l'Arctique. C'est important de tenir à l'œil ce qui se passe parce que la glace de mer en Arctique, ça réfléchit beaucoup de radiation solaire durant l'été arctique, hein, parce que durant l'hiver arctique, il n'y a pas de lumière en Arctique, hein, il fait noir, donc il n'y a pas de radiation solaire qui arrive dans ces zones-là. Quand la glace de mer, elle est blanche et donc elle réfléchit. C'est ce qu'on appelle l'albédo. C'est la proportion de radiation solaire qui est réémise dans l'atmosphère et qui n'est pas absorbée par le sol ou par les surfaces terrestres, en fait. Et donc, si cet albédo, il est très important, c'est parce que la surface, elle est très réfléchissante. Donc, les zones de glace, typiquement, qui sont blanches, c'est des zones où il y a quasiment 90% de la radiation solaire qui est réémise dans l'espace, en fait. Alors maintenant, si on est sur l'océan Arctique, hein, donc je parle de l'océan qui congèle en hiver sa couche superficielle, et que en été, évidemment, on en fond un petit peu le long des côtes, mais maintenant, ce qu'on a commencé à faire, c'est vraiment fondre une grande partie de l'océan Arctique. En dessous de la couche de glace, qu'est-ce qu'il y a? Un océan. Un océan, c'est sombre hein, par définition, et de vue de l'espace, c'est plutôt noir, plutôt bleu foncé. Donc, c'est des surfaces qui, au lieu de réfléchir, elles vont absorber la lumière. Elles vont absorber la radiation solaire et la chaleur aussi. Donc, plus on enlève de glace sur ces surfaces, bon, là, pardon, et la même chose se passe pour les glaciers. En dessous des glaciers, on a des montagnes qui sont plutôt marron. Donc c'est pareil, c'est sombre, donc ça absorbe la radiation solaire plutôt que de la réfléchir. Donc, si on enlève toutes ces surfaces réfléchissantes, le système, il va absorber beaucoup plus de chaleur que s'il avait ces surfaces réfléchissantes. Donc on est en train de perturber l'équilibre de régions qui sont très importantes dans la régulation de la circulation atmosphérique, mais aussi de la circulation océanique. Et en faisant ça, bah, on perturbe le climat à grande échelle, en fait. Ok. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le jour d'après, hein, mais dans le concept des événements qui peuvent se produire avec le jour d'après, ça fonctionne, sauf l'échelle de temps, hein, qui est très brève dans le jour d'après, évidemment. Mais l'échelle de temps, par exemple, de modifier la circulation thermohaline à cause justement, il y a trop de fonte de glace dans l'océan, donc on change la salinité des eaux, on change aussi la couverture de glace, donc on perturbe complètement le climat à grande échelle. C'est sur quelques siècles, un millénaire, ok. Mais les premiers effets, on commence à les sentir déjà maintenant, en fait. C'est graduel, en fait, hein, voilà, quoi. Après, il faut savoir les voir. Euh, Moi, qui suis une paléoclimatologue qui reconstruit beaucoup les climats du passé, déjà, je les vois.
Je ne suis pas la seule, hein. Toute la communauté paléoclimatologue voit que les choses sont en train de changer. Et il me semble que la plupart des gens, maintenant qui subissent des catastrophes naturelles, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ok. Donc voilà. Et donc, le même raisonnement se tient pour chaque élément de basculement que vous voyez qui est préfiguré sur cette carte, qui explique un peu que si jamais certains de ces aspects du système climatique changent, ça va avoir des répercussions non seulement localement, mais aussi régionalement et aussi à l'échelle globale. Ok. Donc, un retour à normal du climat, ça va aussi dépendre de combien de ces éléments de bascule, combien de ces tipping points, en fait, on aura fait jouer, on aura passé, en fait, là, dans les prochaines décennies. Et il y en a certains qui sont déjà sur le point d'être passé, si ce n'est en Antarctique, par exemple, il y a certaines zones où probablement c'est déjà le cas. Voilà. Ça, c'est un site que je vous mets. C'est le dernier rapport du GIEC expliqué en 8 points. Alors moi, je connais bien Valérie Masson-Delmotte, c'est une de mes collègues. On se croise souvent dans les conférences. Voilà, on a l'occasion de discuter parce que c'est aussi une paléoclimatologue, Valérie Masson-Delmotte, et elle s'occupe aussi des carottes de glace. Donc, dans la communauté antarctique, elle est quand même assez active. Et moi, je bosse principalement sur l'évolution de l'Antarctique. Donc, on se croise souvent. Et c'est un site, en fait, qu'elle m'avait recommandé. Et effectivement, c'est assez bien expliqué. Ça explique à peu près disons, effectivement, 8-10 points, les aspects très importants du dernier rapport, en fait. Il y a une évolution, évidemment, de ces rapports, mais ça peut faire l'objet d'une autre explication pour plus tard. Mais je vous le recommande quand même pour la lecture, pour ceux qui sont vraiment curieux. Et ensuite, Frédéric m'a demandé comment on fait pour reconstruire les variations du passé du CO2 non, atmosphérique. Alors, là, je vous ai mis un graphique. Prenez le temps de le regarder correctement parce qu'il est un petit peu compliqué. Mais c'est le meilleur graphique que je pouvais vous montrer, en fait. Je l'ai fait il y a quelques années. Alors, à droite, vous voyez les courbes en fait qui vont au-delà de 2010-2020. C'est toutes les projections du futur, les émissions de carbone telles qu'on les projette dans le futur en fait. Et avec ça, nous, on force nos modèles climatiques et on projette le climat, on simule le climat en réponse à ces scénarios d'émissions de carbone. Ok. Donc, en gris, vous avez l'émission de carbone, le scénario qui correspond aux accords de Paris, c'est-à-dire ne pas produire un réchauffement moyen global de plus de 1,5 degré, barre 2 degrés. Voilà. Ensuite, il y a le scénario 2,6 qui est justement voilà, le plus 2 degrés, la limite haute des accords de Paris. Et ensuite, il y a les autres scénarios en fait. Et celui qui est celui actuel en fait qu'on est en train de suivre, il est entre le 4,5 et le 8,5. Donc, on n'est pas en train de prendre la bonne route, évidemment. Euh, Ensuite, si on retourne vers la gauche, on retourne dans le passé. Ok. Donc, donc, tout ce qui est enfin, après, ce sont toutes des observations, hein, évidemment. Alors, pour certaines parts, la partie noire du graphique, là, sur l'actuel, en fait, par exemple, dans la zone historical, euh, c'est des observations qui ont été directement mesurées par les observatoires, là, à Hawaï, hein, sur un des volcans, voilà. Et ensuite, après, ce sont des mesures indirectes, hein, ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire d'autres éléments qu'on étudie et qui ont une certaine relation physique ou chimique avec la quantité qu'on veut reconstruire et qui nous permettent de dire c'était plus chaud, plus froid, ou il y avait plus de CO2, moins de CO2. Voilà, c'est ça un proxy climatique en fait. Euh, et donc, le proxy climatique le meilleur, en fait, pour le dernier million d'années, c'est les carottes de glace. Parce qu'au-delà d'un million d'années, on n'a plus la possibilité d'avoir des archives glaciaires. Parce que la glace, ça se recycle, ça flue, ça se déforme. Voilà, donc, en fait, on ne peut pas avoir des archives extrêmement vieilles en ce qui concerne les carottes de glace. Et donc, ce que vous voyez jusqu'à à peu près 800 000 ans, 1 million d'années là dans le futur, là où j'ai écrit EDC East Antarctica, c'est la fameuse carotte des Pica d'Omsé. En fait, c'est un site là où on a la base franco-italienne dans le plateau en Antarctique. Bon, et donc tout ça, ce sont les enregistrements justement de glace. Et faites attention parce que chaque petit panneau de cette figure, en fait, il a une échelle de temps différente parce que sinon c'était compliqué de faire tout tenir dans une page. Vous voyez les fluctuations des cycles glaciaires, hein, quand le carbone atteint un pic, on est dans un cycle, on est dans un moment interglaciaire, c'est-à-dire un climat chaud, potentiellement plus chaud que l'actuel ou pas forcément, ok. Et quand on est dans un pic négatif, enfin plus bas en tout cas, on est dans une période glaciaire, c'est-à-dire là où il y avait des calottes de glace, aussi sur l'Amérique du Nord, sur l'Eurasie, voilà quoi.
Bon, la plupart de ces cycles glaciaires interglaciaires, ils ont une échelle de 100 000 ans à peu près. Voilà. Au-delà d'1 million d'années, quand les archives glaciaires s'arrêtent, ben, il faut aller chercher les sédiments océaniques. C'est ceux-là accumulés dans les abysses, c'est ceux-là qui nous permettent de reconstruire les concentrations relatives de carbone dans l'atmosphère. Et après, évidemment, la résolution de ces archives, elle diminue avec le temps, hein, parce que vous pouvez bien imaginer que pour reconstruire et avoir accès à une archive sédimentaire de 30 millions d'années, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'autres archives, a beaucoup d'autres sédiments accumulés sur la tête. Et donc, ça veut dire que les couches en bas, les plus vieilles, eh ben, elles sont extrêmement fines. Donc, on n'arrive pas à avoir de résolution extrêmement haute des variations climatiques à ce moment-là. Mais on y arrive quand même. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on fait. Donc, jusqu'à 1 million d'années, on utilise des archives de glace ou à notre époque des mesures directes du CO2 dans l'atmosphère. Et ensuite, on arrive aux archives sédimentaires, en fait. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, si on regarde sur le dernier million d'années, donc juste les carottes de glace, on est clairement en dessous de la barre des 300 ppm hein, en ce qui concerne le climat naturel. Et à partir du pré-industriel, à partir des années 1850 à peu près, on a commencé à émettre beaucoup de carbone dans l'atmosphère et parce qu'on a boosté l'industrialisation des pays. Et là, vous voyez que notre concentration, eh ben, elle est allée allègrement au-delà des 300 ppm. Et là, maintenant, on a dépassé les 420 ppm. Ouais cette année. Et donc, vous voyez que de manière naturelle, nous, on est dans un climat qui est plus semblable au dernier million d'années, en fait, mais on a augmenté la concentration au-delà de la variabilité naturelle, en fait, et de la concentration naturelle de ce que le système nous ferait faire dans la configuration actuelle des continents, des calottes de glace qu'on a, etc. Et et donc, j'ai mis en orange cette fameuse barre des 400 ppm parce que pour nous, ça sert de référence pour trouver des périodes du passé encore plus vieilles, donc au-delà du dernier million d'années, pour comprendre comment, par exemple, les calottes de glace se sont comportées, comment l'océan se comportait, comment l'atmosphère répondait à ces concentrations. Et donc, la première période où il y a eu vraiment du CO2 au-delà de 400 ppm, c'est ce qu'on appelle, nous, le Pliocène. Et ça, c'est une phase qui a eu lieu il y a 3 millions d'années à peu près. À l'époque, il n'y avait que l'Antarctique et une petite partie du Groenland, et il n'y avait pas d'autres calottes de glace ni de glaciers ailleurs sur la Terre. Donc voilà. Puis après, ben, il y a d'autres périodes. L'Antarctique, elle a commencé à se former il y a 34 millions d'années. Je l'ai montré sur le graphique. Vous pouvez voir. Et elle a commencé à se former quand la concentration de CO2 elle est descendue en dessous de 900-800 ppm de CO2 dans l'atmosphère. ppm, ça veut dire partie par million. Ok, c'est une unité de mesure en fait. Donc voilà, après, comment on fait? On prend les carottes de glace et les carottes de glace, elles emprisonnent de l'air parce que avant de devenir de la glace, c'est de la neige. La neige, c'est poreux en fait, ça contient beaucoup d'air quand ça s'accumule, c'est des flocons de neige qui s'accumulent. Puis avec le temps, ça se compacte, ok? Puis avec d'autres chutes de neige, ça se compacte. Et petit à petit, la structure cristalline des flocons de neige, ben, elle change sous l'effet du poids de la neige qu'ils ont au-dessus. Et petit à petit, ben, ils se soudent en fait et ça donne de la glace en fait, qui a une structure cristalline différente des atomes d'eau, en fait, pardon, oui, enfin bref, des molécules, pardon, pas des atomes, des molécules d'eau. Et, euh, et donc, c'est comme ça que ça forme de la glace. Ensuite, bah, évidemment, il y a de l'air qui reste quand même piégé dans cette glace. Et c'est de l'air potentiellement qui correspond à l'époque à laquelle la glace s'est formée. Donc, ce qu'on fait après ensuite, c'est qu'on va analyser le contenu de l'air dans les bulles de glace et ça nous donne la concentration de méthane, de CO2, de nitrogène, etc. Et donc, c'est une archive extrêmement précise, en fait, même au niveau de la datation, parce qu'on peut dater les molécules de carbone dans ce cas. Ensuite, on peut aller aussi prélever de la glace dans le permafrost, hein, en Sibérie, au Canada, en Alaska, voilà, en Patagonie, etc. De la même façon, on peut dater aussi bien le carbone dans le sol, dans ce cas-là, aussi bien le carbone dans la glace. En plus, comme c'était des zones de palud, de marécage, il y a beaucoup de matière organique en fait, qui s'accumulent, donc c'est facile pour la datation. Mais ce permafrost, lui, par contre, il remonte pas extrêmement loin dans le passé. Hein, au maximum, la dernière glaciation, il y a 21 000 ans à peu près. Mais ça peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans les derniers milliers d'années jusqu'à notre climat actuel. Ensuite, ça, c'est les archives sédimentaires. Il manque une flèche qui va dans l'océan.
Mais en gros, on va récupérer des archives sédimentaires comme ça qui auront des couches. Ok. La couleur des couches, bah, évidemment, elle va varier en fonction des changements environnementaux, hein. Si c'est plus humide, moins humide, donc le fer va plus ou moins s'oxyder. S'il y a un apport en matière organique, parce qu'il y a beaucoup de végétation à ce moment-là. Si au contraire c'est très aride, c'est plutôt du sable. Voilà. Enfin bref, donc on va utiliser ces archives sédimentaires et celles-là, elles nous permettent de remonter assez loin dans le passé. Voilà, donc ben, en fait, je vais m'interrompre ici, hein. Je pense que j'ai parlé assez longtemps. Et bon, j'essaierai de vous envoyer quelques petites pilules de temps en temps. Je vais faire de mon mieux, hein. Je ne vous garantis pas. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné un peu de réponse. Merci beaucoup, à bientôt.